En 1847, dans les registres paroissiaux d'une plantation de la Louisiane française, une seule phrase fut inscrite puis effacée si violemment que la plume déchira le papier. Madame Hélène Duvernay est décédée dans des circonstances qui ne seront jamais révélées. Ce que cette femme de la haute société créole fit subir à un homme réduit en esclavage durant 3 années changea le destin de dizaines de personnes et créa une terreur si profonde que certaines familles quittèrent la région sans jamais expliquer pourquoi. Avant de plonger dans cette histoire véritablement troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Chaque témoignage compte pour comprendre comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. La Louisiane des années 1840 conservait farouchement son identité créole. Dans la paroisse de Saint-Laurent, à 80 km au sud de la Nouvelle-Orléans, s'étendaient des terres fertiles où la canne à sucre poussait sous un soleil écrasant. La plantation Bellevue occupait près de 2000 arpents de ces terres grasses et sombres. Son manoir, construit en 1822, se dressait sur une élévation artificielle avec ses galeries couvertes, ses colonnes blanches et ses volets vert sombre. Derrière la grande maison s'étendait un domaine complexe, les cuisines extérieures, les écuries, la sucrerie bruyante, et plus loin, dissimulés par des chênes verts drapés de mousse espagnole, les quartiers abritant 120 esclaves. Ces cabanes basses aux murs disjoints représentait l'envers sombre du luxe apparent de la demeure principale. En 1844, Bellevue appartenait à Édouard Duvernay, 52 ans, qui gérait l'exploitation avec la rigueur d'un homme d'affaires moderne. Grand, le visage marqué par le soleil, il passait ses journées entre les champs et son bureau encombré de registres. Son épouse Hélène, 40 ans, conservait une beauté classique mais cachait une insatisfaction profonde. Mariée à 17 ans selon les arrangements familiaux, elle avait rapidement découvert que la vie de planteur n'avait rien de romantique. Leurs 3 enfants avaient été envoyés en pension, les garçons à Baltimore, la fille dans un couvent de la Nouvelle-Orléans. Hélène occupait ses journées à superviser la maison, mais cette responsabilité ne comblait pas le vide qu'elle ressentait. Elle lisait des romans français, entretenait une correspondance avec des cousines parisiennes. Dans ses lettres, découvertes un siècle plus tard, elle décrivait son ennui avec franchise troublante. « Je vis dans une prison dorée où chaque jour ressemble au précédent. Je me sens morte alors que mon cœur bat encore. » Cette frustration chronique allait trouver une issue perverse et dévastatrice. L'hiver 1844 fut particulièrement humide. Les pluies incessantes contraignirent M. Duvernay à passer plusieurs jours par semaine à la Nouvelle-Orléans, laissant Hélène seule à Bellevue. C'est durant cette période qu'un nouvel esclave arriva à la plantation. Son nom était Samuel, environ 28 ans. Selon les documents de vente retrouvés, il avait été acheté pour $850, un prix élevé indiquant des compétences particulières. Samuel savait lire et écrire, ce qui était extrêmement rare, et maîtrisait plusieurs métiers, menuiserie, forge, entretien des machines. Monsieur Duvernay l'assigna à l'entretien des bâtiments de la grande maison. Ce nouveau rôle impliquait que Samuel travaillait à proximité de la demeure principale, souvent seul, loin de la surveillance des champs. Ce fut lors d'une après-midi de février grise qu'Hélène aperçut Samuel pour la première fois, réparant la balustrade de la galerie supérieure. Elle l'observa depuis une fenêtre, initialement avec curiosité détachée. Mais quelque chose dans ses gestes précis retint son attention plus longtemps que nécessaire. Au cours des semaines suivantes, Hélène trouva de plus en plus de prétextes pour superviser les travaux de Samuel. Elle sortait sur la galerie, inspectait les réparations, posait des questions. Samuel répondait toujours avec la déférence appropriée, les yeux baissés, comprenant parfaitement les règles qui gouvernaient les interactions entre une femme blanche de la classe supérieure et un homme noir réduit en esclavage. Mais Hélène, dans sa solitude, commença à interpréter cette réserve forcée comme quelque chose d'autre. Elle voyait dans le silence de Samuel une profondeur mystérieuse.
Elle se racontait une histoire où cet homme représentait une échappatoire à sa vie étouffante, non comme un être humain avec sa propre volonté, mais comme un objet qu'elle pouvait posséder complètement. Un matin de mars, Hélène fit appeler Samuel dans le petit salon privé à l'arrière de la maison. Cette pièce rarement utilisée était meublée sobrement. Un secrétaire en acajou, 2 fauteuils, des étagères de livres. Les rideaux épais absorbaient les sons, créant une atmosphère feutrée, presque suffocante. Lorsque Samuel entra, il découvrit Madame Duvernay assise près de la fenêtre, un livre à la main. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, laissant s'installer un silence pesant. Samuel attendit près de la porte, tous ses instincts lui hurlant que cette situation était dangereuse. « On me dit que tu sais lire », commença Hélène sans préambule. « C'est une compétence rare, presque suspecte. »« Oui, madame, mon ancien maître voulait quelqu'un qui puisse lire les instructions des machines. »« Approche-toi. » Samuel avança de quelques pas. Hélène se leva et marcha vers les étagères. Ces ouvrages appartenaient à mon père. Personne ne les ouvre plus. Monsieur Duvernay n'a aucun intérêt pour la lecture. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider avec ces livres. Les organiser. Peut-être m'en lire des passages. Tu viendras ici 2 fois par semaine. Ce n'était pas une proposition, mais un ordre. Samuel comprit immédiatement qu'il ne pouvait refuser sans s'exposer à des représailles. Mais il comprit aussi qu'accepter le plaçait dans une position extrêmement vulnérable. Une femme blanche qui demandait à un esclave noir de venir régulièrement dans une pièce isolée violait tous les codes sociaux. Si cette situation était découverte, quelle qu'en soit la nature réelle, c'est lui qui serait accusé, lui qui serait puni, lui qui pourrait être lynché. « Oui, madame », dit-il finalement, parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible. Les semaines passèrent, et ces sessions devinrent une routine. Hélène demandait à Samuel de lui lire des passages, choisissant délibérément des textes romantiques. Elle l'écoutait, les yeux à demi clos. Parfois elle commentait sur l'amour, la liberté, le destin, des concepts qui devaient sembler cruellement ironiques à un homme sans liberté. Puis un après-midi d'avril, Hélène brisa le fragile équilibre. Samuel lisait un passage de Rousseau lorsqu'elle l'interrompit. « Arrête, pose le livre, regarde-moi. » C'était l'ordre le plus dangereux. Un esclave ne regardait jamais directement une personne blanche. Mais refuser un ordre était impossible. Samuel leva lentement les yeux. Ce qu'il vit le glaça. Une faim, une détermination, une volonté de transgresser toutes les règles, non pour libérer mais pour satisfaire un désir égoïste. « Je m'ennuie terriblement dans cette maison, » dit-elle d'une voix détachée. « Mon mari me traite comme un meuble décoratif. Personne ne se soucie de ce que je pense. Tu sais lire, tu comprends les idées complexes. C'est du gaspillage de te laisser simplement réparer des volets. » Elle s'approcha. Samuel recula jusqu'à ce que son dos touche l'étagère. Elle s'arrêta à quelques centimètres. « Je pourrais faire de ta vie un enfer. Un mot de ma part, et tu te retrouverais fouetté, vendu aux plantations de coton où l'espérance de vie est de 5 ans. Ou bien tu peux comprendre que ta situation actuelle est préférable aux alternatives. Tu peux accepter que j'ai besoin de compagnie. Une compagnie qui reste absolument secrète. » Samuel comprit à cet instant que sa vie venait de basculer dans un cauchemar. Refuser signifierait punition certaine. Mais accepter, même sous contrainte absolue, le mettait dans une position où la moindre découverte signifierait sa mort. Et Hélène le savait parfaitement. C'était ce déséquilibre de pouvoir absolu qui l'excitait. Cette capacité à forcer quelqu'un à obéir sous peine de destruction totale. « Je comprends, madame », dit-il finalement, les mots brûlant sa gorge comme du poison. Ce qui commença cet après-midi d'avril était une torture quotidienne pour Samuel. Hélène le convoquait plusieurs fois par semaine, toujours sous prétexte de travaux. Ces sessions duraient parfois plusieurs heures, durant lesquelles Samuel devait satisfaire tous les caprices, sachant qu'à tout moment, elle pouvait décider de le détruire. Elle exigeait qu'il joue un rôle dans ses fantasmes, qu'il prétende être un amant choisi plutôt qu'un homme terrorisé. Le plus horrible était d'être contraint de simuler l'affection, de prononcer des mots tendres, de jouer le complice volontaire dans sa propre exploitation.
Les autres esclaves remarquèrent que quelque chose avait changé. Samuel était devenu silencieux, renfermé. Personne ne soupçonnait la vraie raison. Mais Joséphine, cuisinière principale d'environ 35 ans, observait avec attention. Elle avait grandi à Bellevue et savait reconnaître les signes de quelque chose qui n'allait pas. Elle remarqua que Samuel était régulièrement appelé à la grande maison aux heures où M. Duvernay était absent. Elle vit les regards qu'Hélène lançait à Samuel. Elle nota la tension croissante dans les épaules de Samuel, les cernes sous ses yeux. Un soir, Joséphine intercepta Samuel près des quartiers. « Tu as des ennuis », dit-elle. Ce n'était pas une question. Samuel la regarda, ses yeux révélant une détresse profonde. « Je ne peux pas en parler. Tu n'as pas besoin de le dire. Je vois. Quoi qu'elle te fasse faire, tu dois comprendre que ça ne peut pas durer. Ce genre de situation finit toujours mal. Soit son mari découvre, soit elle se fatigue de toi et décide de t'éliminer pour protéger son secret. Il n'y a aucune issue heureuse. Je sais. Mais si je refuse, elle me détruira immédiatement. Alors reste vigilant. Ne lui fais jamais confiance. Pour elle, tu n'es qu'un objet. Quand elle en aura assez, elle te jettera comme un jouet cassé. » Les mois suivants virent la situation évoluer dangereusement. Hélène devint de plus en plus possessive et exigeante. Elle n'était plus satisfaite des rencontres dans le salon. Elle commença à prendre des risques, convoquant Samuel dans sa chambre lorsque son mari voyageait, le faisant rester tard dans la soirée, créant des situations où la découverte devenait probable. Samuel vivait dans une terreur constante. Il dormait à peine et développa des tremblements nerveux. Mais quelque chose d'autre se développait en lui, une rage froide et profonde. Cette rage se transformait en quelque chose de plus complexe et dangereux. Samuel commença à observer Hélène avec attention clinique. Il étudiait ses habitudes, ses peurs, ses faiblesses. Il comprit que sous son apparence de maîtresse toute puissante se cachait une femme profondément insécure, terrifiée de vieillir, obsédée par le regard des autres. Sa domination sur lui était la seule forme de pouvoir réel qu'elle possédait. L'été arriva. Monsieur Duvernay passait encore plus de temps à superviser la production. Ce fut durant cette période qu'un événement inattendu se produisit. Hélène découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement. À 41 ans, après de nombreuses années sans grossesse, c'était considéré comme miraculeux. Mais pour 2 personnes, cette nouvelle prenait une signification terrifiante. Samuel compta les semaines. Les dates correspondaient. La possibilité que cet enfant soit le sien était réelle. Si l'enfant naissait avec des traits révélateurs, lui et probablement d'autres seraient massacrés pour protéger l'honneur des Duvernay. Hélène fit les mêmes calculs. Elle passa plusieurs jours enfermée, paralysée par la peur. Elle convoqua finalement Samuel, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Tu comprends la situation. Si cet enfant révèle le moindre doute sur sa paternité, nous sommes perdus. Toi, certainement. Moi, probablement. Mon mari me tuerait ou me ferait enfermer. Il ne peut pas naître. Je connais des méthodes, des herbes. Je vais m'en débarrasser. C'est dangereux. Vous pourriez mourir. Quelle autre option ai-je? Attendre et prier? Non, je vais régler ce problème. Et après, tout s'arrête. Plus de rencontres. Plus rien. Samuel la regarda fixement. Vous croyez que c'est aussi simple? Que vous pouvez me jeter et que tout reviendra à la normale? Le ton de sa voix fit s'arrêter Hélène. Pour la première fois, Samuel ne parlait pas avec déférence forcée mais avec la voix d'un homme poussé au-delà de ses limites. Fais attention à la manière dont tu me parles. Ou quoi? Vous me ferez fouetter? Tuer? Tout cela était déjà possible. Vous m'avez forcé à participer à cette situation. Et maintenant que c'est inconfortable, vous voulez effacer tout. Mais je ne suis pas une ardoise. Je suis un homme dont vous avez détruit la vie. Comment oses-tu? J'ose parce que je n'ai plus rien à perdre. Vous m'avez pris ce qui me restait de dignité. Vous m'avez transformé en quelque chose que je ne suis pas. Et maintenant, vous découvrez que vos actes ont des conséquences. Hélène le gifla violemment. Samuel ne bougea pas. Il la regarda avec une intensité qui la fit reculer. « Sors d'ici », murmura-t-elle. Les semaines suivantes furent tendues.
Hélène évitait Samuel, communiquant uniquement par domestique interposé. Elle entreprit sa tentative d'interrompre la grossesse avec des préparations d'herbes. Mais quelque chose tourna mal. 3 semaines plus tard, Hélène fut prise de douleurs atroces et de saignements abondants. On fit venir d'urgence le docteur Augustin Leblanc. Le diagnostic fut grave, fausse couche avec complications et infections. Le pronostic était incertain. Durant son délire fiévreux, Hélène parlait constamment. Des mots incohérents, mais parfois des phrases qui troublaient ceux qui les entendaient. Elle murmurait des noms, parlait de secrets, de dangers. Joséphine comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle chercha Samuel et le trouva près des écuries. Elle va peut-être mourir. Et si elle meurt, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Peut-être que ton calvaire s'arrête. Peut-être que monsieur cherchera des responsables. Dans son délire, elle a peut-être déjà dit des choses dangereuses. Qu'elle vive ou meure, je ne serai jamais en sécurité. Elle sait trop. Et moi, j'en sais trop. C'est sans issue. Il y a peut-être une solution. Si elle meurt et dit quelque chose qui pourrait t'impliquer, tu dois avoir une protection. Moi et d'autres, nous pouvons témoigner que tu étais toujours avec nous, que tu ne pouvais pas être responsable. Ils ne croiront jamais des esclaves. Peut-être pas, mais s'il y a assez de voix, cela pourrait créer un doute suffisant. Hélène survécut finalement. Après 10 jours de fièvre, elle commença à se rétablir. Mais quelque chose s'était brisé en elle. Lorsqu'elle fut assez forte, une de ses premières actions fut de faire appeler Joséphine. « Tu sais ce que j'ai tenté. Tu aurais pu m'aider à le faire correctement. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que je ne tue pas les vivants, ni les nés, ni les non-nés. » Hélène la regarda longuement. « Tu es meilleure que moi. J'ai été cruelle, pire que cruelle. J'ai justifié mes actes en me disant que j'étais malheureuse, que je méritais du bonheur. Mais la vérité, c'est que je l'ai utilisé de la manière la plus horrible. Je l'ai forcé à jouer un rôle, tout en sachant qu'il ne pouvait refuser. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais je peux faire en sorte qu'il ne soit plus sous ma menace. Dis-lui qu'il n'a plus rien à craindre de moi. Je ne le convoquerai plus jamais. Il sera invisible pour moi. Et s'il veut plus que cela, s'il veut être libre, je ne peux pas lui donner la liberté. Mon mari ne comprendrait jamais. Cela soulèverait trop de questions. Tout ce que je peux offrir, c'est la paix. C'est bien peu, mais c'est tout ce qui est en mon pouvoir. » Joséphine transmit ce message. Samuel l'écouta sans expression. « Est-ce que je peux lui faire confiance ? Je pense qu'elle a vraiment peur maintenant. Cette peur pourrait la garder honnête. La peur. C'est ironique. J'ai vécu dans la peur à cause d'elle, et maintenant c'est sa peur qui pourrait me protéger. » Les mois passèrent. La vie à Bellevue retrouva une apparence de normalité. Hélène se rétablit mais resta plus recluse. Samuel retourna à ses tâches, ayant demandé à être réaffecté au champ, loin de la grande maison. Mais quelque chose avait changé en lui. Lorsqu'il avait osé parler franchement à Hélène, il avait ressenti pour la première fois qu'il était encore un homme avec une volonté propre. Cette découverte le poussa à regarder sa situation sous un angle nouveau. Il était esclave, mais pas impuissant. Il avait de l'intelligence, des compétences et maintenant des connaissances sur les vulnérabilités de ceux qui le possédaient. Il commença à observer la plantation avec un œil nouveau, notant les faiblesses dans la surveillance, les moments où l'attention se relâchait. Il n'avait pas de plan précis, mais il accumulait des informations. Joséphine remarqua ce changement. « Tu réfléchis à quelque chose de dangereux. Tout est dangereux pour nous. Alors autant réfléchir à des options qui pourraient changer notre situation. Tu parles de t'enfuir. On entend des histoires, des gens qui ont atteint le nord, des routes secrètes, des gens qui les aident. Ces histoires sont peut-être vraies, peut-être des légendes. Pour chaque personne qui réussit, combien meurt dans les marais? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ma vie ici n'est pas vraiment une vie. Au moins en essayant, j'aurais fait un choix. J'aurais agi selon ma volonté, ne serait-ce qu'une fois. Si tu fais cela, fais-le intelligemment, planifie chaque détail, n'en parle à personne d'autre. » Au cours des mois suivants, Samuel commença effectivement à planifier. Il écouta les conversations des contremaîtres, apprit les patterns des patrouilles, mémorisa la géographie de la région.
Il découvrit qu'un réseau informel existait, des gens qui aidaient les fugitifs. Un nom revenait, Mère Judith, qui vivait dans les marais au nord. Beaucoup doutaient de son existence, mais Samuel choisit d'y croire. Pendant ce temps, Hélène respectait sa promesse. Elle ne parlait jamais à Samuel, ne le regardait même pas, mais elle ne l'avait pas oublié. Elle pensait à lui constamment, mais différemment. Maintenant avec culpabilité, honte et curiosité malsaine sur ce qu'il ressentait vraiment. Un soir d'automne 1846, alors que les premières pluies rendaient l'air électrique, Hélène fit quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle sortit après la tombée de la nuit et marcha vers les quartiers des esclaves. C'était une transgression majeure. Une femme blanche de sa classe ne s'aventurait jamais dans cette partie, surtout pas seule la nuit. Elle trouva Samuel assis devant sa cabane, réparant un outil. Il se figea à son approche, passant de la surprise à la méfiance. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je ne sais pas, je ne devrais pas être ici. Mais il fallait que je te parle, que tu comprennes que je sais ce que j'ai fait, que je ne peux pas le réparer, mais que je le comprends maintenant. Vous voulez l'absolution. Que je vous dise que ce n'était pas si grave, que je pardonne. Non, je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que je vois qui tu es vraiment maintenant. Pas l'objet que je m'étais convaincu que tu étais, mais une personne. Et je t'ai traité comme si rien de cela n'existait. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous m'avez utilisé pour soulager votre ennui. Vous m'avez forcé à participer à vos fantasmes, tout en sachant que je n'avais aucun choix. Vous m'avez volé des parties de moi que je ne récupérerai jamais. Et maintenant, vous voulez quoi? Je ne sais pas ce que je veux. Peut-être juste te dire que j'avais tort, que tu avais raison de me mépriser, que si nos situations étaient inversées, je t'aurais tué ou je me serais tué plutôt que de supporter ce que je t'ai fait endurer. Samuel resta silencieux. Puis, ne revenez jamais ici. Si quelqu'un vous voit, cela créera des questions, et les questions me feront tuer. Partez. Hélène hocha et commença à s'éloigner. Mais elle se retourna. Si tu essaies de partir, si tu tentes de t'enfuir, je ne dirai rien. Je ne ferai rien pour t'arrêter. C'est tout ce que je peux offrir. Cette conversation n'avait rien résolu, mais elle confirma ce que Samuel savait. Il ne pourrait jamais être en paix tant qu'il resterait à Bellevue. Si cette histoire vous glace le sang, mettez un pouce en l'air et dites-nous en commentaire ce que vous pensez que Samuel devrait faire. Ses choix sont limités mais cruciaux. Quelle serait votre décision dans une situation aussi impossible? L'hiver arriva avec les pluies froides. Cette tranquillité relative fut brisée par une série d'événements. Le premier fut l'arrivée d'un nouveau contremaître. Monsieur Boudreau, malade, dut quitter son poste. Son remplaçant, Marcus Talbot, venait du Mississippi où il avait travaillé dans des plantations réputées pour leur brutalité extraordinaire. Talbot, trentaine d'années, grand et musclé, avait des yeux froids cherchant toujours une faute à punir. Il apportait une philosophie simple. Les esclaves devaient être maintenus dans un état de terreur constante. Dès sa première semaine, il fit fouetter 3 hommes pour infraction mineure. Samuel reconnut le danger. Alors que Boudreau était strict mais prévisible, Talbot était capricieux et sadique. Il prenait plaisir à la souffrance et cherchait activement des raisons de punir. Le deuxième événement fut la découverte que 2 esclaves d'une plantation voisine avaient tenté de s'enfuir et avaient été capturés. Ils furent ramenés et punis publiquement. Talbot insista pour que tous les esclaves de Bellevue assistent, les forçant à regarder ce qui arrivait à ceux qui osaient chercher la liberté. Samuel regarda, le visage impassible mais l'esprit bouillonnant. Paradoxalement, au lieu de le dissuader, cela renforça sa détermination. Il préférait risquer cette torture plutôt que passer le reste de sa vie sous la coupe d'hommes comme Talbot. Le troisième événement se produisit à mi-janvier 1847. Monsieur Duvernay dut se rendre à la Nouvelle-Orléans pour plusieurs semaines. Il laissa Talbot en charge complète avec instruction de maintenir production et ordre à tout prix. Talbot prit ce mandat comme licence pour exercer son pouvoir sans retenue. Il instaura des règles plus sévères, réduisit les rations, allongea les heures de travail, multiplia les punitions.
Mais Talbot fit aussi quelque chose de plus inquiétant. Il commença à tourner son attention vers la grande maison et Madame Duvernay. Il était attiré par elle, c'était évident dans la manière dont il la regardait, trouvait des prétextes pour entrer dans la maison. Hélène reconnut cette attention et en fut profondément perturbée. Talbot n'avait ni manière ni statut social. C'était un homme grossier et dangereux, mais il occupait temporairement une position de pouvoir. Un soir, il entra dans la maison sans être annoncé et monta au petit salon où Hélène lisait. Elle leva les yeux, alarmée, alors qu'il fermait la porte. « Monsieur Talbot, vous n'avez rien à faire ici. Je voulais m'assurer que madame allait bien. Seule dans cette grande maison avec monsieur parti si longtemps. Je vais parfaitement bien. Vous pouvez vous retirer. » Mais Talbot avança, examinant les livres, les meubles, et Hélène avec familiarité déplaisante. « Belle pièce. Intime. Je parie que vous passez beaucoup de temps ici, seul avec vos pensées, ou peut-être pas toujours seul. » Le ton fit comprendre à Hélène qu'il savait quelque chose, ou soupçonnait. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sortez ou je ferai part à mon mari de votre comportement. » Talbot eut un rire désagréable. « Je pense que nous savons tous les deux que vous ne ferez rien. Parce que si nous commençons à parler de comportements inappropriés, il y a des choses intéressantes que les domestiques murmurent. Des histoires sur un certain esclave qui passait beaucoup de temps dans cette maison, seul avec vous, des heures durant. Ce sont des mensonges vils, purs commérages. Peut-être. Mais vous savez comment sont les gens. Ils aiment les histoires scandaleuses. Un scandale comme celui-là, même non prouvé, détruirait votre réputation et celle de votre famille. Que voulez-vous? Je veux qu'on se comprenne. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin de quelqu'un qui garde vos secrets. Et moi, j'ai certains besoins qu'une femme dans votre position pourrait satisfaire. Si nous arrivions à un arrangement mutuellement bénéfique, ces vilaines rumeurs ne parviendraient jamais aux oreilles de monsieur Duvernay. Hélène comprit avec horreur qu'elle était tombée dans le même piège qu'elle avait tendu à Samuel. Talbot utilisait exactement la même tactique, le chantage déguisé en proposition, la menace de destruction si elle refusait. La différence était que Talbot était un homme blanc libre avec du pouvoir, tandis qu'elle était une femme dont la sécurité dépendait de l'approbation masculine. « Sortez. Sortez maintenant ou j'appelle les domestiques. Allez-y. Ils témoigneront que je suis venu discuter d'affaires, que vous étiez perturbé et émotionnel, que peut-être vos nerfs sont fragiles. Ce n'est pas moi qui aurais l'air mauvais. » Il se pencha plus près. « Réfléchissez bien. Vous avez jusqu'à demain soir pour prendre la bonne décision. » Il sortit, la laissant tremblante de rage et terreur. Hélène réalisa pleinement ce que Samuel avait dû ressentir lorsqu'elle lui avait présenté le même genre de choix impossible. Elle passa la nuit sans dormir, réfléchissant. Elle pouvait résister à Talbot, mais alors il répandrait des rumeurs. Elle pouvait céder, mais cela la placerait plus profondément sous son contrôle. À l'aube, elle prit une décision désespérée. Elle fit discrètement appeler Joséphine. La vieille cuisinière arriva rapidement. Elle trouva Hélène dans un état de détresse évident. « J'ai besoin de ton aide. Talbot me fait chanter. Il dit qu'il sait pour Samuel et moi, et il menace de tout révéler à moins que je ne me soumette à lui. » Joséphine resta silencieuse, assimilant l'information. « Ainsi vous découvrez ce que c'est d'être impuissante face à quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Je sais, je mérite ton mépris, mais j'ai besoin d'aide. Si Talbot parle, Samuel sera tué. Tu le sais, peu importe la vérité. Ils le tueront de la manière la plus horrible. Et pourquoi cela vous importe maintenant? Parce que j'ai déjà détruit suffisamment de vies. Parce que je ne peux pas vivre avec encore plus de sang sur les mains. Parce que malgré ma cruauté, il reste en moi un morceau d'humanité qui refuse de laisser un homme innocent mourir pour mes péchés. » Joséphine étudia le visage d'Hélène, cherchant des signes de sincérité. Ce qu'elle vit la convainquit que la détresse était réelle. « Que voulez-vous que je fasse? Talbot doit partir. D'une manière ou d'une autre, il doit quitter cette plantation avant de faire plus de dégâts. Vous pensez que j'ai ce pouvoir? Tu connais les gens ici. Tu sais comment les choses fonctionnent vraiment. Il doit y avoir quelque chose. » Joséphine réfléchit. « Il y a peut-être une solution. Dangereuse mais possible. Talbot est nouveau.
Il ne connaît pas bien la région, les habitudes. Il est arrogant, se croit invincible. Cette combinaison pourrait être exploitée. Comment? Laissez-moi parler avec certaines personnes. Ne faites rien pour le moment. Ne cédez pas à ses exigandes, mais ne le repoussez pas trop agressivement. Gardez-le dans l'incertitude. Joséphine quitta et alla trouver Samuel. Nous avons un problème. Talbot sait pour toi et madame. Il l'a fait chanter. Si nous ne faisons rien, il répandra l'histoire et tu seras lynché. Samuel sentit son sang se glacer. Que puis-je faire? Peut-être que tu as plus de pouvoir que tu penses. Talbot ne connaît pas bien les marais. Il ne connaît pas les endroits dangereux, les zones où le sol semble solide, mais où on peut s'enfoncer et disparaître. Si quelqu'un devait l'emmener dans ces endroits, sous prétexte de lui montrer les limites de la plantation. Samuel comprit. Tu veux que je le tue? Je veux qu'il y ait un accident. Un accident où un contremaître trop confiant s'est aventuré dans un endroit dangereux malgré les avertissements. Ces choses arrivent. Les marais ont avalé de nombreux hommes. C'est un meurtre. C'est de la survie. Cet homme va te faire tuer. Il va détruire madame et probablement d'autres, et il continuerait à abuser de son pouvoir, à torturer les gens. Combien souffriront si nous le laissons continuer? Et si je suis soupçonné, pourquoi le serais-tu? Tu n'as aucune raison apparente de vouloir du mal à Talbot. De plus, plusieurs personnes t'accompagneront pour témoigner que c'était un accident, que vous avez tout fait pour le sauver, mais que les sables mouvants l'ont pris trop rapidement. Qui accepterait de participer? Moi. Et deux autres hommes qui ont leurs propres raisons. Il a fouetté le frère de l'un jusqu'à l'inconscience. L'autre, Talbot a violé sa sœur il y a 3 jours. Ces hommes comprendront et garderont le secret parce que leur survie en dépend. Samuel ouvrit les yeux et regarda Joséphine. Il vit la détermination d'une femme qui avait survécu à des décennies d'horreur et qui était prête à faire ce qui était nécessaire. Il réalisa qu'elle avait raison. Si Talbot vivait, Samuel mourrait. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. Le plan fut élaboré avec soin. Talbot avait mentionné vouloir inspecter les parties éloignées de la plantation. Samuel et 2 autres hommes, Isaac et Mathieu, se portèrent volontaires comme guides. Le jour choisi était gris et brumeux, avec une pluie fine rendant tout glissant. Parfait pour un accident crédible. Le groupe partit tôt, se dirigeant vers le nord, où les terres cultivées cédaient aux marais. Talbot était de bonne humeur, racontant des histoires grossières et se vantant. Samuel l'écoutait en silence, chaque mot renforçant sa conviction que ce qu'il faisait était nécessaire. Après plusieurs heures, ils arrivèrent dans une zone particulièrement traîtresse. À première vue, c'était un champ herbeux, légèrement humide. Mais sous cette apparence se cachaient des poches de sable mouvant. Les habitants connaissaient ces endroits et les évitaient. Les étrangers ne voyaient que de l'herbe ordinaire. « Monsieur Talbot, » dit Samuel respectueusement, « nous devrions contourner cette zone, le sol n'est pas sûr. » Talbot regarda avec mépris. « Ça ressemble à n'importe quel marais. Vous essayez d'éviter le travail. »« Non, monsieur, vraiment cette zone est dangereuse. Des hommes ont disparu ici. Des histoires pour effrayer les enfants. » Talbot commença à marcher directement à travers le champ. « Je vais vous montrer qu'il n'y a rien à craindre. » Samuel échangea un regard avec Isaac et Mathieu. Le moment était venu. Ils suivirent à distance prudente, restant sur les parties solides, regardant Talbot s'avancer vers les zones dangereuses. Pendant quelques minutes, rien. Talbot marchait avec confiance. Puis, soudainement, son pied droit s'enfonça. Pas beaucoup, mais assez pour qu'il perde l'équilibre. Il tenta de se rattraper, mais cela empira les choses. Les 2 pieds commencèrent à s'enfoncer dans ce qui ressemblait à de la boue, mais était en réalité du sable saturé d'eau, aussi fluide que l'eau sous la surface. Qu'est-ce que... Talbot tenta de retirer ses pieds, mais ne réussit qu'à s'enfoncer davantage. La panique transparut. « Aidez-moi, sortez-moi de là !» Samuel et les autres avancèrent lentement, s'arrêtant au bord de la zone sûre. « Ne bougez pas, monsieur, plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. » Mais Talbot, paniqué, ne pouvait rester immobile. Il se débattait violemment, et chaque mouvement le faisait s'enfoncer plus profondément.
Le sable mouvant était maintenant à ses genoux, puis à ses cuisses. La terreur sur son visage était absolue. « Faites quelque chose. Jetez-moi une corde, une branche. » Samuel regarda autour de manière théâtrale. « Il n'y a rien, monsieur. Les arbres sont trop loin. Alors venez me chercher. » « Nous ne pouvons pas. Nous nous enfoncerons aussi. Il faut aller chercher de l'aide, apporter des cordes. » Talbot comprit soudain. Il vit dans leurs yeux qu'il n'allait pas le sauver. « Vous faites exprès. Vous me tuez. »« Non, monsieur, » dit Samuel calmement. « C'est vous qui n'avez pas écouté nos avertissements. Nous avons essayé de vous arrêter. Tout le monde l'a entendu. » Le sable mouvant était maintenant à la taille de Talbot. Sa respiration devenait rapide, la panique totale s'emparant de lui. « Je vous ferai tous pendre. »« Qui croira un mort ?» demanda Isaac froidement. Talbot hurla, un son primal de terreur. Il continuait à se débattre, mais ses mouvements devenaient plus faibles à mesure que le sable montait sur sa poitrine, comprimant ses poumons. « S'il vous plaît, » murmura-t-il finalement, toute arrogance disparue. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir comme ça. » Samuel ne ressentait aucune pitié. Il pensa à tous ceux que Talbot avait torturés, à toutes les vies détruites. « Vous avez eu des choix. Vous auriez pu être un homme juste, vous avez choisi d'être un monstre. Maintenant le marais vous réclame. » Le sable atteignit le cou de Talbot. Ses derniers mots furent un gargouillis incompréhensible, puis sa tête disparut sous la surface. Quelques bulles montèrent, puis plus rien. L'herbe ondula doucement comme si rien ne s'était passé. Les trois hommes restèrent là un long moment, regardant l'endroit où Talbot avait disparu. Samuel tremblait, réalisant ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient tué un homme. Peu importait qu'il ait été cruel, c'était en légitime défense. Ils avaient pris une vie humaine. « Nous devons nous mettre d'accord sur l'histoire, » dit Mathieu, sa voix tremblante. « Nous lui avons dit que c'était dangereux. Il a refusé d'écouter. Il a insisté pour traverser. Nous avons essayé de le sauver, mais c'était trop tard. C'est notre histoire et nous ne devons jamais en dévier. » Isaac et Samuel hochèrent la tête. Ils retournèrent à la plantation en courant, arrivant essoufflés et paniqués. Ils racontèrent leur histoire. Monsieur Talbot avait eu un accident terrible dans les marais. Ils avaient tenté de le sauver, mais n'avaient pas pu. C'était une tragédie, mais pas la première fois que les marais réclamaient une victime. La nouvelle se répandit rapidement. Un groupe retourna sur les lieux, mais ne put rien faire. Le corps avait complètement disparu dans les sables mouvants. Ce n'était pas inhabituel. Parfois, les corps ne réapparaissaient jamais. Hélène apprit la nouvelle avec un mélange d'émotions. Soulagement que la menace soit écartée. Horreur qu'un homme soit mort. Culpabilité en réalisant que sa situation avait contribué à cette mort. Elle ne savait pas si c'était un accident ou autre chose, mais n'osa pas poser de questions. Quand M. Duvernay rentra 2 semaines plus tard, il fut choqué. Il interrogea les témoins, examina la zone et conclut que c'était une tragédie malheureuse. Talbot avait été arrogant et imprudent, refusant d'écouter ceux qui connaissaient le terrain. Il embaucha un nouveau contremaître, un homme plus expérimenté nommé Robichaud, qui dirigeait avec fermeté mais sans cruauté sadique. La vie à Bellevue retrouva un rythme plus normal en apparence. Mais sous cette surface, des tensions subsistaient. Samuel vivait avec le poids d'avoir tué un homme. Il voyait le visage terrifié de Talbot dans ses rêves. La culpabilité le rongeait, mais il savait qu'il referait le même choix. Hélène était consumée par sa propre culpabilité. Elle comprenait l'enchaînement de conséquences qu'elle avait déclenché. Sa décision égoïste avait conduit à la grossesse, à sa tentative d'avortement, aux rumeurs qui avaient donné à Talbot un levier et finalement à sa mort. Elle était responsable de tant de souffrances. Elle passa des semaines enfermée, refusant de voir quiconque sauf les domestiques essentiels. Elle écrivait page après page dans son journal, essayant de comprendre comment elle était devenue capable de tant de cruauté. C'est durant cette période qu'Hélène prit une décision. Elle devait faire quelque chose de concret pour expier, quelque chose qui pourrait partiellement compenser le mal causé. Elle ne pouvait pas libérer Samuel directement sans éveiller les soupçons, mais elle pouvait créer les conditions de sa fuite.
Elle commença à mettre de côté de l'argent de son allocation personnelle. Pas de grandes sommes qui seraient remarquées, mais de petites quantités accumulées patiemment. Elle rassembla aussi d'autres articles utiles à un fugitif. Des vêtements différents, une carte rudimentaire qu'elle dessina, des informations sur les patrouilles. Par l'intermédiaire de Joséphine, elle fit passer un message à Samuel. S'il décidait de partir, elle fournirait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Samuel reçut ce message avec méfiance. Pouvait-il vraiment faire confiance à Hélène? Mais Joséphine lui assura que le remords était authentique, que quelque chose s'était brisé en elle. Elle cherche la rédemption. Elle sait qu'elle ne peut pas effacer ce qu'elle t'a fait, mais elle veut au moins te donner une chance. Samuel réfléchit longuement. Le printemps arrivait, la meilleure saison pour tenter une évasion. Il avait tué un homme et vivait avec cette ombre. Rester à Bellevue signifiait passer le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, à craindre que quelqu'un ne découvre la vérité sur Talbot. Il décida qu'il était temps. Il accepta l'aide d'Hélène, non parce qu'il lui avait pardonné, mais parce qu'il était pragmatique. S'enfuir sans ressources était voué à l'échec. Avec l'argent, les informations et les provisions, il avait au moins une chance. Les préparatifs furent faits avec soin. Hélène fit parvenir les articles un par un à Joséphine, qui les transmettait à Samuel. Il cacha tout dans un endroit secret. L'argent était enveloppé dans un tissu huilé, accompagné d'un laissez-passer falsifié qu'Hélène avait fabriqué en imitant l'écriture de son mari. Ce document déclarait que le porteur nommé John Freeman était un homme libre de couleur voyageant avec permission pour affaires personnelles. Samuel choisit une nuit sans lune de mai 1847 pour sa tentative. Il avait étudié les patterns des patrouilles, mémorisé les chemins à travers les marais, identifié sa meilleure route vers le nord. Son objectif était d'atteindre les marais profonds, où il espérait trouver Mère Judith. La nuit choisie, il resta éveillé, écoutant les respirations des autres, se demandant s'il les reverrait. Vers 3 heures du matin, quand même les chiens somnolaient, Samuel se leva silencieusement. Il avait changé pour les vêtements qu'Hélène avait fournis. Son baluchon était caché sous sa chemise. Il se glissa hors de la cabane et commença à marcher vers le nord, restant dans les ombres, évitant les zones surveillées. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne le trahisse. Chaque craquement le faisait sursauter. Il réussit à quitter la plantation sans être détecté et s'enfonça dans les marais. La nuit était chaude et humide, l'air épais chargé d'odeurs de végétation. Les sons nocturnes l'entouraient, grenouilles, insectes, oiseaux, et parfois le splash sinistre d'un alligator. Samuel marcha durant des heures, se guidant grâce aux étoiles et aux descriptions de Joséphine. Il devait atteindre un cyprès massif qui marquait le début d'un chemin connu seulement des fugitifs. Mais trouver un arbre spécifique dans l'immensité des marais nocturnes était presque impossible. À l'aube, épuisé et désorienté, il réalisa qu'il était perdu. Tout autour ressemblait à tout. Eau noire, végétation, arbres drapés de mousse, ciel qui s'éclaircissait. Il ne savait pas s'il avait marché en cercle ou s'il s'était éloigné de sa destination. La panique s'installa. Être perdu dans les marais était presque aussi dangereux que d'être capturé. Il pouvait mourir de faim, de soif car l'eau était saumâtre et non potable, ou être attaqué par un alligator. Pire, les chiens de chasse seraient lâchés dès que son absence serait découverte. Il décida de continuer vers le nord, se fiant au soleil levant. Il marcha tout le jour, se cachant en entendant des voix au loin, traversant des zones d'eau qui lui arrivaient parfois à la poitrine, testant prudemment chaque pas pour éviter les sables mouvants. Au crépuscule, affamé et épuisé, Samuel trouva un endroit relativement sec sous des racines de cyprès. Il s'y cacha, mangea un peu de nourriture et essaya de dormir. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Chaque son le faisait sursauter. Le deuxième jour fut encore plus difficile. Sa nourriture était presque épuisée et il commit l'erreur de boire de l'eau du marais, ce qui le rendit violemment malade.
Il passa des heures recroquevillé dans la douleur, sa force s'épuisant. Dans son délire fiévreux, il vit le visage de Talbot le regardant depuis les eaux sombres, l'accusant. C'est dans cet état qu'il fut découvert, non par des chasseurs, mais par une vieille femme noire qui pagayait silencieusement dans un petit bateau à travers les canaux. Elle s'approcha prudemment. Samuel leva à peine les yeux, trop faible pour réagir. « Tu es un fugitif », dit-elle. Samuel hocha faiblement la tête. « Tu cherches mère Judith ». Un autre hochement. La femme sourit légèrement. « Alors tu l'as trouvée. Monte dans le bateau. Nous devons partir avant que les chasseurs n'arrivent. » Avec son aide, Samuel monta. Mère Judith le couvrit de branches, le dissimulant complètement, puis commença à pagayer plus profondément dans les marais. Samuel dérivait dans et hors de la conscience, vaguement conscient du mouvement, du bruit de l'eau, de la voix de la vieille femme murmurant des instructions. Ils voyagèrent pendant des heures. Finalement, le bateau s'arrêta. Samuel entendit des voix multiples, sentit des mains le soulever délicatement. Il fut transporté dans une structure construite sur pilotis. Des voix parlaient autour de lui en français louisianais, en anglais et dans des langues africaines. « Il est très malade », entendit-il mère Judith dire. « Il a bu de la mauvaise eau. Préparez les remèdes. S'il survit au prochain jour, il a une chance. » Samuel sombra dans une obscurité totale, ignorant que pendant ce temps, à Bellevue, sa disparition avait été découverte et avait déclenché exactement la tempête qu'il avait anticipée. À Bellevue, la découverte de l'absence de Samuel au lever du jour créa une agitation. Le contremaître Robichaud fit rassembler tous les esclaves et constata qu'il manquait un homme. Une fouille de la cabane de Samuel révéla qu'il avait emporté des affaires, confirmant une fuite. Monsieur Duvernay réagit avec fureur froide. Un esclave fugitif représentait une perte financière et un défi à son autorité. Si Samuel réussissait, cela pourrait encourager d'autres tentatives. Il fallait le retrouver et le punir de manière exemplaire. Les chiens furent lâchés. Des chasseurs professionnels furent engagés. Des avis furent affichés dans toute la région, offrant une récompense. Des patrouilles furent intensifiées. Hélène observait tout cela avec terreur croissante. Elle avait aidé Samuel, cru lui donner une chance, mais maintenant, elle voyait la machine impitoyable se mettre en marche pour le traquer. Elle ne pouvait rien faire sans révéler sa propre implication. Alors, elle restait dans ses appartements, priant pour un miracle qu'elle ne croyait pas mériter. Les chasseurs suivirent la piste de Samuel dans les marais pendant 2 jours. Les chiens trouvèrent des traces de son passage, des endroits où il s'était reposé, des indices de sa direction. Mais alors, mystérieusement, la piste se perdit complètement. C'était comme si Samuel avait disparu dans les airs ou avait été avalé par les marais. Après une semaine de recherches infructueuses, M. Duvernay dut accepter la réalité. Samuel avait échappé aux chiens et aux chasseurs. Il était soit mort dans les marais, soit il avait trouvé une aide pour continuer. Dans les 2 cas, il était perdu pour Bellevue. Cette conclusion ne satisfaisait pas Édouard. Il augmenta la surveillance sur les autres esclaves, durcit les règles et fit fouetter publiquement 2 hommes accusés de savoir quelque chose sans l'avoir révélé. L'atmosphère devint oppressante, chacun marchant sur des œufs, terrifié. Joséphine, interrogée comme tous, joua parfaitement son rôle. Elle exprima choc et déception, affirmant ne pas comprendre pourquoi Samuel aurait pris un risque aussi stupide. Son témoignage fut cru, sa position de confiance depuis des décennies la protégeant de soupçons excessifs. Mais dans le silence de ces nuits, Joséphine priait pour Samuel, espérant qu'il avait trouvé mère Judith, qu'il était en sécurité, qu'il pourrait peut-être connaître une vie de liberté même si elle-même ne le pourrait jamais. Hélène, elle, se consumait. Son état mental déjà fragile se détériora rapidement. Elle dormait à peine, mangeait peu, et passait des heures à regarder par la fenêtre vers les marais où Samuel avait disparu. Elle écrivait compulsivement dans son journal, page après page de confessions, d'auto-accusations, de prières désespérées pour le salut de Samuel. Son mari remarqua son comportement étrange, mais l'attribua à des nerfs féminins fragiles.
Il suggéra un voyage à la Nouvelle-Orléans pour se distraire, mais Hélène refusa catégoriquement. Les semaines passèrent, puis les mois. L'été arriva avec sa chaleur écrasante. La vie à Bellevue continua sa routine implacable, mais quelque chose avait changé. Les esclaves parlaient à voix basse de l'homme qui avait réussi à disparaître, transformant Samuel en légende. Peut-être avait-il trouvé la liberté. Peut-être y avait-il vraiment une mère Judith dans les marais. Peut-être que l'évasion n'était pas toujours impossible. Ces murmures d'espoir étaient dangereux pour le système. Robichaud tenta de les étouffer par des punitions sévères contre quiconque était pris en train de parler de Samuel, mais c'était comme essayer d'arrêter le vent. L'histoire s'était déjà répandue, avait pris racine dans l'imagination collective. En septembre, 5 mois après la fuite, un événement inattendu se produisit. Un prédicateur itinérant passa par la région, un homme noir libre du Nord, qui voyageait ostensiblement pour prêcher l'Évangile, mais qui était en réalité un agent du réseau clandestin qui aidait les esclaves à fuir. Il apporta discrètement des nouvelles pour Joséphine. Samuel avait survécu. Mère Judith l'avait soigné jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces, puis l'avait aidé à continuer vers le nord. Il avait voyagé de cachette en cachette, aidé par des gens qui risquaient leur vie pour le faire progresser. Il avait atteint le Tennessee, puis le Kentucky, évitant les chasseurs et les patrouilles. Finalement, au début de l'été, il avait traversé la rivière Ohio et atteint l'État libre de l'Indiana. Samuel était libre, réellement libre. Il travaillait maintenant dans un atelier de menuiserie à Indianapolis, utilisant ses compétences pour gagner un salaire honnête pour la première fois de sa vie. Il vivait sous un nom différent, toujours prudent car même dans un état libre, les chasseurs opéraient parfois, enlevant des hommes libres pour les revendre dans le sud. Mais il était vivant, et il était libre. Le prédicateur transmit aussi un message que Samuel avait envoyé pour Joséphine. « Dis-lui que je pense à elle chaque jour. Dis-lui que je vais essayer de gagner assez pour acheter sa liberté si je peux. Dis-lui que ce qu'elle a fait pour moi ne sera jamais oublié. » Joséphine pleura en entendant ces mots, les premières larmes depuis des années. Samuel avait réussi. Contre toutes les attentes, il avait échappé à l'enfer. Cela ne changeait rien à sa propre situation. Elle était trop vieille maintenant pour tenter une telle fuite, mais savoir qu'au moins une personne avait réussi lui donnait quelque chose qu'elle avait presque perdu, l'espoir. Elle ne pouvait partager ses nouvelles avec Hélène directement, ce serait trop dangereux, mais elle trouva un moyen de faire passer le message. Elle laissa tomber intentionnellement un mouchoir près de la fenêtre du salon où Hélène passait ses journées. Un mouchoir sur lequel elle avait brodé un simple motif. Un oiseau en vol, se dirigeant vers le nord. Hélène comprit le message. Elle ramassa le mouchoir et le serra contre son cœur, fermant les yeux. Samuel était libre, il avait survécu. La petite chose qu'elle avait faite pour essayer de réparer une fraction du mal qu'elle avait causé avait réellement fait une différence. Cela n'effaçait pas ses péchés, loin de là, mais c'était quelque chose, un petit point de lumière dans l'obscurité de sa culpabilité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Hélène dormit profondément et sans cauchemar. Mais l'histoire n'était pas terminée. Les secrets ont la mauvaise habitude de refuser de rester enterrés, surtout quand ils sont connus de plusieurs personnes. En novembre 1847, un événement apparemment sans rapport déclencha une série de révélations qui allaient secouer Bellevue. Un des hommes qui avait accompagné Samuel et Talbot dans les marais, Isaac, tomba gravement malade. C'était une fièvre maligne qui le consumait rapidement, et il devint évident qu'il ne survivrait pas. Sur son lit de mort, torturé par la fièvre et par sa conscience, Isaac commença à parler. Dans son délire, il raconta ce qui s'était vraiment passé avec Talbot, comment il l'avait délibérément emmené dans les sables mouvants, comment il l'avait regardé mourir sans lever le petit doigt. Les autres esclaves qui le veillaient écoutèrent avec horreur, mais gardèrent le silence. Ce n'était pas leur place de révéler de tels secrets. Malheureusement, une des domestiques de la maison, une jeune femme nommée Marie qui servait parfois Hélène,
entendit ces confessions délirantes. Marie était ambitieuse et calculatrice. Elle comprit immédiatement la valeur de cette information et décida de l'utiliser pour améliorer sa propre position. Elle alla voir M. Duvernay et lui raconta tout ce qu'elle avait entendu. Édouard fut choqué. La mort de Talbot n'avait pas été un accident mais un meurtre. Il fit immédiatement appeler Mathieu, l'autre homme qui avait été présent, et l'interrogea brutalement. Sous la menace de torture, Mathieu confirma l'histoire d'Isaac. La rage d'Édouard fut terrible. 3 de ses esclaves avaient conspiré pour tuer son contremaître. C'était une rébellion qui devait être punie de la manière la plus sévère possible pour empêcher toute pensée similaire chez les autres. Isaac mourut avant de pouvoir être puni, ce qu'Édouard considéra comme une échappatoire inacceptable. Mathieu fut fouetté presque à mort, puis vendu à un négociant qui l'expédia vers les plantations de coton du Mississippi, où son espérance de vie serait mesurée en mois plutôt qu'en années. Mais Édouard voulait Samuel, le cerveau présumé de la conspiration. Il doubla la récompense pour sa capture, mort ou vif, mais ce n'était pas tout. Édouard commença à enquêter sur les raisons pour lesquelles ses esclaves auraient voulu tuer Talbot. Il interrogea tout le monde, cherchant des motifs, des griefs. C'est durant ces interrogatoires qu'un pattern émergea. Plusieurs personnes mentionnèrent que Talbot avait fait des insinuations concernant Madame Duvernay et Samuel, qu'il avait suggéré qu'il y avait eu quelque chose d'inapproprié entre eux. Édouard refusa d'abord de croire de telles accusations. Sa femme avec un esclave? C'était impensable, obscène. Mais les murmures persistaient, et son enquête commença à révéler des détails troublants. Samuel avait effectivement passé beaucoup de temps seul dans la maison principale. Il avait été régulièrement convoqué dans le salon privé d'Hélène. Plusieurs domestiques avaient trouvé cela étrange à l'époque, mais n'avaient rien dit par peur. Puis Édouard fit une découverte dévastatrice. En fouillant dans les effets personnels d'Hélène, cherchant peut-être une preuve de son innocence, il trouva son journal intime. Et dans ce journal, écrit dans un mélange de français et de codes personnels qu'il déchiffra patiemment, il découvrit toute l'horrible vérité. Hélène avait écrit tout en détail. Sa fascination initiale pour Samuel, comment elle l'avait manipulé et contraint à une relation qu'il ne voulait pas, la grossesse qui avait résulté, sa tentative d'avortement qui avait failli la tuer, le chantage de Talbot, et sa décision d'aider Samuel à s'échapper comme forme de pénitence. Tout était là, noir sur blanc, une confession complète de ses transgressions. Édouard lut ces pages avec une incrédulité croissante qui se transforma graduellement en une rage froide et terrible. Sa femme l'avait trahi de la manière la plus humiliante possible. Pire encore, elle avait couché avec un esclave, violant le tabou le plus sacré de la société sudiste. Si cela devenait public, le scandale détruirait leur famille entièrement. Leurs enfants seraient marqués à vie, leur position sociale anéantie, leur nom devenu synonyme de déshonneur. Il confronta Hélène dans sa chambre, le journal à la main. Elle ne tenta pas de nier, ne chercha pas d'excuses. Elle le regarda simplement avec des yeux vides, comme si elle avait déjà accepté son destin depuis longtemps. « Comment as-tu pu » demanda-t-il, sa voix tremblant de rage contenue. « Comment as-tu pu me faire cela? Nous faire cela? Je ne sais pas. J'étais malheureuse, j'étais seule. Je me sentais morte alors que je vivais encore. Mais ce ne sont pas des excuses. Ce que j'ai fait était monstrueux. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su, je pense, mais je n'ai pas voulu l'admettre. Tu as couché avec un esclave. » Les mots semblaient s'arracher de sa gorge. « Tu as porté son enfant. » »« Non, je l'ai forcé à coucher avec moi. Il n'avait aucun choix. J'ai abusé de mon pouvoir de la manière la plus vile possible. Et l'enfant, je ne sais pas qui était le père. Cela aurait pu être le tien. Mais je n'ai pas voulu prendre le risque, alors j'ai tenté de m'en débarrasser et j'ai failli mourir. » Édouard resta silencieux un long moment, luttant pour contrôler ses émotions. Ce journal détruit tout. Si quelqu'un le lit, si ces mots deviennent publics, nous sommes tous ruinés. Alors brûle-le. Hélène le regarda directement. Brûle-le et fais ce que tu dois faire de moi. Enferme-moi dans un asile. Annonce que je suis devenue folle.
Ce ne sera pas un mensonge. Fais-moi disparaître. Mais protège nos enfants. Ils ne méritent pas de porter le poids de mes péchés. Tu voudrais que je te laisse t'échapper? Non. Je veux que tu me punisses. J'ai besoin d'être puni. Mais fais-le d'une manière qui ne détruise pas nos enfants. Édouard sortit sans un mot de plus, emportant le journal. Il passa la nuit suivante dans son bureau, relisant ces pages qui détruisaient son monde, essayant de décider quoi faire. Il était déchiré entre son désir de vengeance, son besoin de préserver sa famille, et les diktats d'une société qui n'offrait aucune option facile. Finalement, à l'aube, il prit sa décision. Il brûla le journal dans la cheminée de son bureau, regardant les pages se recroqueviller et noircir, les mots damnants se transformant en cendres. Puis il écrivit 3 lettres. La première était adressée à sa fille dans son couvent, lui annonçant que sa mère était tombée gravement malade et serait transférée dans un établissement spécialisé en France pour un traitement prolongé. Elle ne devait pas s'inquiéter et devait se concentrer sur ses études. La deuxième lettre était destinée à ses fils à Baltimore, contenant essentiellement le même message avec des instructions pour qu'ils continuent leurs études et se comportent honorablement. La troisième lettre était pour sa sœur qui vivait à Paris, lui demandant d'accepter Hélène dans un couvent là-bas pour une retraite spirituelle de durée indéterminée. Il expliquait que sa femme avait subi un effondrement nerveux et avait besoin de se retirer du monde pour recouvrer sa santé mentale. Avec ces lettres envoyées, Édouard organisa le départ d'Hélène. En moins d'une semaine, elle fut escortée jusqu'à la Nouvelle-Orléans, puis mise sur un navire à destination de la France. Elle partit sans protester, acceptant son exil comme la pénitence qu'elle avait demandée. Avant son départ, elle eut une dernière conversation avec Joséphine. Elles se parlèrent brièvement dans la cuisine, à l'abri des regards. « Je ne sais pas si je reviendrai jamais. Mon mari dit que c'est pour un traitement, mais nous savons tous les deux que c'est un bannissement. Je passerai probablement le reste de ma vie dans ce couvent en France. C'est peut-être mieux ainsi, pour tout le monde. Probablement. Je voulais te dire que tu avais raison, à propos de tout. Tu m'as vu tel que j'étais quand je ne voulais pas me voir moi-même. Tu as protégé Samuel quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu es meilleur que moi de toutes les façons possibles. J'ai fait ce qui était juste, et c'est précisément ce qui te rend meilleur. » Hélène toucha brièvement la main de Joséphine. Un geste qui aurait été impensable quelques années auparavant. « Prends soin de toi. Et si tu entends des nouvelles de Samuel, dis-lui que je suis désolé, que c'est insuffisant, je le sais, mais que je suis sincèrement désolé. Je le lui dirai si j'en ai l'occasion. » Hélène partit. Elle monta dans la calèche qui l'emmènerait vers la Nouvelle-Orléans, puis vers un navire qui la transporterait à travers l'océan, vers un pays qu'elle n'avait jamais vu, mais où elle passerait le reste de ses jours. Les années qui suivirent transformèrent Bellevue et tous ceux qui y vivaient. Édouard Duvernay devint encore plus austère et distant. Il ne se remaria jamais, consacrant son existence au travail de la plantation et à assurer l'avenir de ses enfants. Il raconta à tous que sa femme était en France pour raison de santé, laissant entendre qu'elle souffrait d'une maladie nerveuse héréditaire nécessitant des soins spécialisés. Peu de gens creusèrent davantage. Les 3 enfants Duvernay grandirent sans vraiment connaître leur mère, ayant été séparés d'elle si tôt. Ils reçurent occasionnellement des lettres depuis son couvent français, des missives brèves et formelles ne révélant rien de personnel. Avec le temps, elle devint presque une étrangère pour eux, une figure lointaine et abstraite. Joséphine continua à travailler à Bellevue jusqu'à sa mort en 1859, à l'âge d'environ 70 ans. Elle mourut paisiblement dans son sommeil, entourée de ceux qu'elle avait aidés et protégés au fil des décennies. À sa mort, plusieurs esclaves de la plantation pleurèrent sincèrement, reconnaissant en elle une mère, une protectrice, et une source de sagesse dans un monde cruel. Samuel, vivant sous son nouveau nom dans l'Indiana, prospéra autant qu'un ancien esclave le pouvait dans l'Amérique d'avant-guerre. Il se maria avec une femme libre de couleur et eut 3 enfants. Il leur parla rarement de son passé, ne voulant pas transmettre le poids de ses souvenirs à la génération suivante. Mais parfois, tard dans la nuit,
Il se réveillait en sueur d'un cauchemar, où il était de retour dans le petit salon de Bellevue, piégé à nouveau. Il travailla comme menuisier durant toute sa vie, gagnant une réputation d'excellent artisan. Mais il vécut toujours avec la peur qu'un jour, quelqu'un découvrirait son passé, que des chasseurs viendraient le réclamer, que le fantôme de Talbot reviendrait le hanter. Il mourut en 1887, à l'âge de 68 ans, ayant vécu plus de 40 ans comme homme libre. Sur son lit de mort, entouré de sa famille, il murmura des mots que personne ne comprit vraiment. « J'ai payé le prix. J'ai payé le prix de ma liberté. J'espère que cela était suffisant. » Hélène Duvernay passa 23 ans dans le couvent de Sainte-Marie de la Pénitence près de Toulouse. Elle vécut une vie de silence et de prière, suivant strictement les règles de l'ordre. Les autres sœurs la connaissaient comme une femme intensément pieuse mais hantée, qui passait des heures à genoux en prière et qui jeûnait souvent au point de mettre sa santé en danger. Elle mourut en 1870, à l'âge de 63 ans, d'une pneumonie contractée durant l'hiver rigoureux. Ces derniers mots, transcrits par la mère supérieure qui la veillait, furent « Je ne sais pas si j'ai fait assez. J'ai essayé de réparer ce qui ne peut être réparé. Dieu jugera. » Elle fut enterrée dans le cimetière du couvent, sous une pierre tombale simple portant son nom et les dates de sa naissance et de sa mort, sans mention de son mari ou de ses enfants. Comme si ces 23 années de pénitence avaient effacé son identité antérieure, la transformant en une personne nouvelle, définie uniquement par son repentir. Bellevue elle-même survécut jusqu'à la guerre civile. En 1862, alors que les armées de l'Union progressaient en Louisiane, la plantation fut partiellement détruite. La grande maison fut incendiée, probablement par des soldats en maraude, et ne fut jamais reconstruite. Les terres furent morcelées et vendues après la guerre, les anciens esclaves dispersés, chacun cherchant à construire une nouvelle vie dans un monde transformé. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Bellevue. L'emplacement où se dressait autrefois la grande maison est marqué seulement par quelques fondations de briques envahies par la végétation. Les quartiers des esclaves ont complètement disparu, réclamés par la terre et les marais. Seul un historien local particulièrement déterminé pourrait retrouver les archives fragmentaires qui prouvent que cet endroit a même existé. Mais les échos de ce qui s'est passé là-bas persistent. Dans les registres paroissiaux, dans les ventes de propriétés, dans les testaments et les lettres familiales éparpillées dans diverses archives. Et surtout, dans les histoires transmises oralement de génération en génération parmi les descendants des esclaves qui ont vécu et souffert à Bellevue. Ces histoires parlent d'une femme blanche qui a abusé de son pouvoir de la manière la plus horrible, d'un homme noir qui a résisté et finalement trouvé sa liberté, d'une vieille sage qui a protégé les siens avec intelligence rusée, et d'un contremaître cruel qui a été avalé par les marais comme punition pour sa méchanceté. Mais les histoires ne racontent pas tout. Elles ne peuvent pas capturer la complexité morale de ce qui s'est réellement passé. Les zones grises où les victimes sont devenues bourreaux et où même les actes de rédemption portaient le poids de conséquences imprévues. Ce qui s'est passé à Bellevue entre 1844 et 1847 impliquait des êtres humains réels, tous défectueux, tous capables à la fois de cruauté et de compassion, tous piégés dans un système qui corrompait tout ce qu'ils touchaient. Hélène était une victime des limitations de son genre et de sa classe, mais elle est devenue une oppresseuse terrible dans sa tentative d'échapper à ces limitations. Samuel était une victime de l'esclavage et de l'abus de pouvoir d'Hélène, mais il est devenu un meurtrier dans sa tentative de survivre. Joséphine a utilisé son intelligence pour protéger les siens, mais elle a également conspiré pour causer la mort d'un homme, aussi cruel fût-il. Il n'y a pas de morale simple à tirer de cette histoire, pas de leçon claire qui pourrait être résumée en une phrase inspirante. Ce qu'il y a, c'est une illustration brutale de ce que les systèmes d'oppression font aux gens, comment ils transforment même les personnes fondamentalement décentes en participants d'horreurs qu'elles n'auraient jamais imaginées dans des circonstances normales. Les marais de Louisiane ont gardé beaucoup de secrets au fil des siècles.
Ils ont avalé des hommes et des femmes, des crimes et des tragédies, des rêves et des désespoirs. Certains de ces secrets remontent parfois à la surface, comme des os anciens révélés par l'érosion. D'autres restent enfouis à jamais, connus seulement de la terre qui les a consommés. L'histoire de Bellevue est une de ces histoires qui a partiellement émergé, suffisamment pour que nous puissions entrevoir sa forme générale, mais jamais complètement révélée. Et dans cette révélation partielle, dans ses ombres et ses fragments, elle devient presque plus puissante qu'elle ne le serait si nous connaissions chaque détail avec certitude. Parce que dans l'incertitude, dans l'espace entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, notre imagination remplit les vides. Et ce que nous imaginons, basé sur ce que nous savons de la nature humaine et des réalités historiques de l'esclavage, est souvent plus troublant que n'importe quelle vérité documentée pourrait l'être. Cette histoire vous a-t-elle troublé? Vous êtes-vous demandé si ces événements ont réellement pu se produire? C'est exactement la réaction que ces fragments d'histoire devraient provoquer. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur cette histoire sombre de la Louisiane d'avant-guerre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques qui défient notre compréhension de ce qui est possible dans l'expérience humaine. Et partagez cette histoire avec ceux qui comprennent que parfois, les vérités les plus dérangeantes sont celles qui sont presque, mais pas tout à fait, perdues dans le temps. Les échos de Bellevue résonnent encore aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après que les dernières personnes qui ont vécu ces événements sont mortes. Ils résonnent dans les discussions sur le pouvoir et son abus, sur la race et son héritage, sur la culpabilité et la rédemption. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas composée uniquement de grands événements et de personnages célèbres, mais aussi d'innombrables drames humains individuels. La plupart oubliés, quelques-uns partiellement préservés, nous offrant des aperçus troublants de ce que signifiait vivre dans des époques et des systèmes que nous préférerions oublier, mais que nous devons nous rappeler. Parce que ceux qui oublient l'histoire, dit-on, sont condamnés à la répéter. Et bien que l'esclavage chattel tel qu'il existait à Bellevue ait été aboli depuis plus de 150 ans, les dynamiques de pouvoir qui l'illustrent, la capacité des êtres humains à se déshumaniser mutuellement, la facilité avec laquelle nous justifions la cruauté lorsqu'elle sert nos intérêts, tout cela persiste sous différentes formes. L'histoire de Bellevue n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un avertissement pour le présent et le futur. Un rappel que la vigilance morale constante est nécessaire. Que les systèmes d'oppression corrompent tous ceux qu'ils touchent, oppresseurs et opprimés. Et que même nos tentatives de rédemption portent souvent leurs propres coups moraux. Dans le silence des marais de Louisiane, où les cyprès se dressent comme des sentinelles du passé et où l'eau sombre cache des profondeurs insondables, les fantômes de Bellevue demeurent. Non pas comme des présences surnaturelles, mais comme des souvenirs inscrits dans la terre elle-même, attendant que quelqu'un prenne le temps d'écouter, de comprendre et de se souvenir.